Le sujet que je dois aborder avec Rémi est un sujet plutôt dans l'action. Et je pense que Georges, qui est très malin, savait qu'après de 4 panélistes tels que nous avons eus, eh bien, il fallait quelque chose d'un tout petit peu plus terre-à-terre. Mais tout en étant terre-à-terre, en vous écoutant, je me suis dit qu'au fond, on était quand même dans la réalité. Alors je vais repartir du chef indien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Il a dit « Je voudrais que mes enfants puissent boire l'eau de la rivière ». Moi, mon engagement personnel, depuis, je dirais, les années 85, j'ai 5 enfants, pas forcément avec la même femme, mais j'ai 5 enfants. Ça a toujours été, cet engagement personnel est venu par ces enfants, car je me suis toujours soucié comment j'allais les nourrir, pourquoi moi j'avais pêché des écrevisses dans une rivière et pourquoi eux n'y avaient pas droit, pourquoi moi je pouvais me baigner dans une mer où il n'y avait pas de méduses, pourquoi je pouvais manger du poisson qui était, même si c'était sauvage, qui n'était pas bourré de minéraux, je ne sais plus comment on appelle ça, de toxiques. Et tout ça, si vous voulez, ça fait peur. En plus, comme les politiques nous retirent toutes les libertés, on ne peut plus rouler vite, on nous prend tout notre argent, etc. Non, je plaisante. Mais c'est vrai, on perd un tout petit peu, il me regarde, on perd quand même pas mal de choses. Mais la réalité, c'est nos enfants. Et on prend toujours chez nous la phrase de Saint-Exupéry qui a dit, vous la connaissez toutes, mais il faut vous la répéter, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Et je crois que c'est le thème qui nous a animés. Alors aujourd'hui, je me présente non pas en tant que président du groupe Clarins, mais du NRSC. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est la fantastique aventure que nous avons soutenue dans le groupe Clarins depuis très longtemps, qui s'appelle Solar Impulse. Qu'est-ce que c'est que Solar Impulse? C'est le premier avion qui fait le tour du monde simplement à l'énergie solaire. Il y a eu le plus grand exploit réalisé par un pilote qui a traversé pendant 5 jours dans un tout petit, je dirais, habitat, l'océan Pacifique. Et c'est une victoire parce que c'était une victoire de l'impossible. Alors laissez-moi vous raconter, je pense que ce sera le thème de ce que l'on doit tous partager, l'histoire de l'impossible de Bertrand Piccard. Quand Bertrand Piccard est allé voir l'industrie aéronautique et qu'il a dit « je voudrais un avion qui fasse 62 mètres d'envergure et qui ne pèse pas plus d'1,5 tonne », l'industrie aéronautique a fait toutes les études et il lui a dit « c'est impossible ». Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir l'industrie navale. Et comme l'industrie navale ne savait pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Et ça, c'est quelque chose que vous devez partager toujours. Ce n'est pas parce qu'on sait que l'on ne peut pas faire et vice-versa. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, l'exemple de Bertrand Piccard, si un avion peut faire le tour du monde simplement à l'énergie solaire, après sur Terre, on ne pourra plus dire c'est impossible. Dans ma société, j'ai un mot que j'utilise toujours, il n'est pas de moi, c'est une phrase. Je dis toujours, maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais? Et je me le répète pratiquement tous les jours, au moins 3 à 4 fois par jour. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons entendu ce matin, tout ce que nous allons entendre lors de ces différentes réunions, nous devons nous poser toujours, et maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis là pour le NRSC. Natural Resource Stewardship Circle. Autrement dit en français, c'est la gestion intelligente des ressources naturelles tout en respectant les peuplades qui nous les ont fait connaître. Pourquoi on l'a appelé comme ça en anglais? C'était simplement pour rendre hommage aux 2 initiateurs de cette grande aventure qui étaient 2 Australiens, un paysan, Steve Birbeck, et un aborigène, Richard Walley. Le paysan, il avait créé une image, c'était un businessman, et il a planté du bois de santal tout en respectant totalement la nature et en partant du système cradle to cradle. C'est-à-dire que toute sa production,
Et toute l'exploitation de ce bois de santal est faite dans un cercle totalement vertueux. Et dans ce cercle vertueux, il avait aussi impliqué les aborigènes d'Australie. Il s'est trouvé que Richard Walley est un aborigène qui a représenté les aborigènes australiens à l'ONU, aux États-Unis, et aux Nations Unies, pardon, aux États-Unis, et il avait une vision. Et il s'est débrouillé, cet homme, parce qu'à chaque fois, vous savez, c'est un petit peu comme le chef indien, vous me faites penser à lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous parle, vous nous donnez une réponse sensée, une réponse intelligente, une réponse pleine de logique et pleine de bon sens. Le bon sens, c'est ce qui nous manque le plus, et je crois qu'aujourd'hui, nous allons y retourner très, très, très vite. Et nous étions 4 propriétaires de sociétés, et chacun de notre tour, nous avons senti le besoin d'avoir une initiation. Donc nous sommes partis en Australie. Moi, je suis parti. J'ai voyagé pendant 10 jours avec Richard Walley au milieu du Kimberley. Kimberley, c'est à peu près 2 fois la taille de la France, avec 40 000 habitants. C'est une région très dure. Il y a tous les serpents les plus venimeux du monde. Il y a des crocodiles. On ne peut pas se baigner. On ne peut pas s'allonger sur une plage, mais c'est une vie de survivor. Et ces aborigènes respectent la nature. Quand je vous ai dit 2 fois la taille de la France, 40 000 habitants, on ne brûle jamais un arbre. On ne prend que les parties mortes d'un arbre. Un arbre, c'est sacré. C'est quelque chose qui va vous apporter je dirais de l'air conditionné, c'est-à-dire ça va vous protéger du soleil. C'est un endroit où on va se réunir et c'est extrêmement important. Donc 4 hommes ont eu cette chance unique de vivre avec un aborigène seul au milieu de nulle part. Et ça a été Conseil, qui vient d'une société américaine qui s'appelle Aveda. Ça a été Jacques Rocher, qui est le fils de Yves Rocher. Ça a été Gilles Andrieux, qui est le patron d'une des plus grosses sociétés au monde de fabricants de parfums, d'essence de parfum, et ça a été moi-même, naturellement, à la tête de Clarins. Et quand nous avons rencontré cet homme, il nous a dit « Vous aimez le beau, vous travaillez pour le beau, vous aimez la nature, vous la respectez, pourquoi vous ne vous groupez pas ?» Et c'est là l'idée, c'est ce que disait Georges tout à l'heure, c'est que seul, je ne peux pas faire grand-chose, en groupement, on peut faire quelque chose. Et nous avons réussi, les membres fondateurs, avec nos 2 Australiens, à créer ce club, ce cercle, où nous avons réuni toute la compétition. C'est-à-dire qu'à la même table, 6 fois par an, nous nous réunissons. Vous avez Chanel, vous avez Yves Rocher, vous avez Estée Lauder, vous avez Clarins. Il ne faut pas que j'en oublie. Si j'en oublie, tu vous mets là. Il y en a 25 en tout. Nous avons tous nos fournisseurs de matières premières, ceux qui vont chercher nos matières premières de la façon la plus pure et la plus clean, qui sont là avec nous. Et nous avons décidé de protéger des filières et de faire tout ce que l'on pouvait faire. En fait, nous avons créé ce que l'on appelle Nagoya avant la lettre. C'était le même principe, le respect de la nature et le respect des gens qui nous apportent ce savoir, tout en évitant le piratage du savoir-faire de ces peuples, de ces fermiers, de ces paysans qui aiment la terre et qui voudraient la protéger. Donc nous avons créé ce club et nous sommes engagés sur de nombreux. Alors c'est assez extraordinaire. Ces réunions où on est concurrents, nous sommes des concurrents très forts. Tout à l'heure, on n'a pas voulu donner la parole à une jeune dame. Les femmes, vous savez, quand vous rentrez dans une boutique, tout le monde vous dit que son produit est le meilleur. Eh bien, il y a un endroit où nous sommes tous capables, pour le respect de la nature, pour le respect de l'individu, pour le travail en collaboration, collaborative, en communauté, en société, en mutualisation, nous avons réussi avec le NRSC et nous en sommes très fiers. Et j'ai avec moi Rémi qui est un ingénieur agronome, qui nous aide, qui suit tous les projets. Et avant que je lui passe la parole, je vais vous montrer un peu une petite réalisation dont nous sommes très fiers. Nous avons réussi à Haïti, mais nous avons plein d'autres projets comme ça. On va maintenant aller un tout petit peu au cinéma sur un cas très concret de ce que peut faire un ensemble de sociétés concurrentes, travaillant dans le même secteur, mais avec une vision, c'est le monde de demain pour nos enfants. Merci.
sait que Haïti est le leader mondial de vétiver dans le monde en quantité et en qualité. Il faut dire globalement il y a une certaine désorganisation de la filière et comparé aux exigences internationales maintenant qui fait que pour une filière donnée, il faut qu'il y ait de la stabilité. On n'a jamais eu ça avant dans la filière de vétiver. Le vétiver est bon et nous en Haïti, on est en train de travailler pour maintenir cette place leader au niveau mondial. Avec un RSC, on a engagé un partenariat depuis 2 ans pour travailler à la durabilité de la filière de vétiver en Haïti. C'est une action qui rentre dans les grandes lignes tracées par un RSC en termes de durabilité des ressources naturelles et aussi l'amélioration des conditions surtout des petits producteurs qui produisent la matière première. Et pour le moment de fondé, arrivé jeudi, Jean-Bart est pour monter. Pour le moment où il y a, par rapport à la coopérative, là, c'est une chalet. Voilà, pour nous compte. Ça qui va nous première la vie devant. La première étape, c'était toute l'étape de sensibilisation des acteurs et formation des coopératives pour expliquer c'est quoi la démarche. Nous avons appui pour la responsabilité par eux et puis NRC pour la responsabilité par l'acheteur final. Comme ils sont chaîne là, c'est vous allez intéressant pour nous travailler ensemble. Là, on a eu des impacts assez intéressants. Avoir des coopératives sur place et permet d'avoir une garantie que sa parcelle va être vendue. Et globalement aussi, ces paysans-là trouvent un meilleur prix. Et ça nous dit nous plus, mais vétiver son ressource était toujours pour nous, mais quelquefois c'est pas distance qu'on y est. Quelquefois nous qu'on souffrir et la route parce que l'aile pour bon ou bien quelquefois qu'on camper pas prendre du tout. Ça rend que nous pas camper l'école. Il y a des vraies améliorations. Parce que autrefois, avec un camion chargé de vétiver, on peut sortir 10 bourrettes de terre. Maintenant, on peut sortir 3 ou 4 peut-être. C'est mieux. J'utilise un GPS souvent. On utilise souvent ce GPS juste pour tracer, pour relever un tracé, une coordonnée géographique et d'avoir la quantité de terre. Aujourd'hui, on a un guide de bonne pratique qui tient en compte des spécifications techniques, économiques, sociales, environnementales. On expérimente actuellement une sorte d'activité pilote au niveau des jardins, où il y a des pentes vraiment raides, de l'ordre de 25-35, même voire 50%. On essaie d'établir, planter du vétiver sur coupe de niveau. Et ça, c'est coupe de niveau, au niveau de ces digues, on plante du vétiver que le producteur s'engage à ne pas récolter. On va protéger le sol de façon à ce que quand l'eau arrive, ça déverse dans un trou, d'un trou à un autre, il remplit un autre, ça protège le sol. Vraiment, c'est une expérience. Maintenant, ça témoigne comment la présence de la coopérative ici d'Otu, c'était vraiment une nécessité. Avec NRC, nous avons un réservoir ici, nous avons un dépôt pour nous mettre vétiver. Et nous avons des activités sociales qui en cours toujours, par exemple crédit pour famille. Et puis nous avons des terres qui vont utiliser des conservations de sol pour eux. On travaille avec 4 coopératives et 2 distillateurs
qui sont impliqués dans la démarche. Si le vétiver reste soutenable sur le marché international, c'est grâce au NRSC qui s'est impliqué profondément et qui permet à tous les acteurs de la filière à générer suffisamment d'argent pour garder cette filière soutenable. Toute la chaîne est réunie là maintenant, nous sommes assis pratiquement sur la même table. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, en rendant stable ce marché-là, on ne pourrait pas augmenter la demande à partir de l'extérieur. L'autre jour, il y a un coopérateur, Dijon, qui est venu là, il m'a demandé de lui faire une avance de 500 000 livres. Et c'était des racines grassables. Je lui ai dit, bon, je vais faire l'avance à la coopérative, mais autrefois j'aurais hésité à faire l'avance parce que je ne suis pas sûr que je vais retrouver mes fonds. Mais maintenant que vous êtes dans une coopérative coiffée par une institution qui est le NRSC, je ne peux pas perdre mon argent, donc je vais vous donner cette avance. S'il y a un problème, je porte plainte au NRSC. Et je lui ai dit, tu sais, ça c'est possible. Il me dit oui, mais moi aussi je peux porter plainte au NRSC pour vous. Je peux voir tout. S'il y a quelque chose qui marche mal, si vous me traitez mal, je suis tombé des nues. Voilà comment les choses changent maintenant. Maintenant, je vous présente Rémi Gouin qui va vous expliquer tous les projets, car ça, c'est qu'un des seuls projets. Et ce dont nous sommes très fiers, c'est qu'aujourd'hui, nous avons réussi à contrôler d'une façon saine, avec un grand partage, à peu près 25% de la production du vétiver en Haïti, qui est le principal fournisseur de vétiver. Donc, messieurs, mesdames, quand vous porterez du vétiver, vous saurez d'où ça vient. Rémi, à vous de parler. Merci. Comme vous avez vu, c'est une histoire extrêmement terre-à-terre qu'on a à vous raconter. Une histoire de paysans dans des pentes que vous avez vues là-bas, sur des terres qui ne sont pas terribles. Donc en fait, qu'est-ce que fait le NRSC quand il s'intéresse à une filière ? La principale rupture, en fait, c'est qu'autour de la table, il y a 25 entreprises aujourd'hui. Comme Christian le disait, il y a des très grandes marques, et il y a des plus petites marques, et il y a beaucoup de fournisseurs d'ingrédients qui sont autour de la table. Il y a 3 des 4 plus grands fournisseurs d'ingrédients au monde. Je ne me répète pas, mais il y a Chanel, Hermès, Clarins, Yves Rocher. Qui encore? Bon, enfin. Donc la première chose, la première rupture, c'est qu'en fait ces gens-là se mettent autour d'une table, alors qu'ils sont très fortement concurrents sur le marché. Leurs spécialistes des approvisionnements et se mettent ensemble les connaissances qu'ils ont sur une filière donnée. On commence ensemble à se dire quelles sont les filières dont on sait qu'il y a des problèmes potentiels. On examine filière par filière les aspects environnementaux, les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects techniques. Par exemple, sur les aspects environnementaux, on regarde est-ce que cette filière pose un problème en matière de dégradation des écosystèmes? Est-ce qu'elle crée de la déforestation? Est-ce qu'il y a un problème de biodiversité? Quand c'est une plante sauvage, est-ce qu'il y a un risque d'épuisement de la matière première? Est-ce qu'elle est surexploitée? On fait l'analyse économique. Quel est le système d'exploitation agricole que les gens utilisent? Quel est le poids de cette production dans leur système d'exploitation? Quels revenus ils en tirent? Est-ce que cette production ne leur fait pas courir un risque en matière de sécurité alimentaire? C'est-à-dire que quelque part, s'ils abandonnent les cultures vivrières pour faire ces cultures, est-ce qu'ils ne risquent pas de se retrouver le jour où on n'achètera plus cette matière, ils risquent de se retrouver affamés? Donc on examine tout ça et au bout du compte, en fait, on produit un savoir commun. C'est-à-dire qu'entre tous ces gens compétiteurs, on a mis sur la table un savoir commun et
le résultat, c'est qu'on, comme le disait Christian, on ne peut plus dire on ne savait pas. Donc, ce savoir commun nous oblige à agir parce que on sait effectivement ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on fait aussi, qui ne s'est jamais fait, c'est-à-dire qu'on va ensemble sur le terrain, c'est-à-dire les entreprises qui veulent, on fait une mission commune et on demande à voir ce qui se passe sur le terrain. C'est assez puissant comme outil parce que quand vous avez les acheteurs de la moitié du vétiver de Haïti qui viennent sur le terrain en demandant à voir dans le détail ce qui se passe, évidemment les portes sont ouvertes. Et donc c'est encore une méthode qu'on a d'aller au-delà de la compétition. Donc ensuite, une fois qu'on a analysé ce qui se passait sur le terrain, on écrit avec tous les parties prenantes de la filière, les organisations paysannes ou les paysans quand il n'y a pas d'organisation paysanne, les distillateurs en l'occurrence, les collecteurs de racines qui en Haïti s'appellent en créole les spéculateurs pour vous donner l'ambiance qu'il y a sur le terrain, même s'ils ne sont pas tous milliardaires, loin de là. Et les distillateurs, les exportateurs, on écrit des spécifications, c'est-à-dire le cahier des charges de ce qu'on peut estimer collectivement comme un vétiver correct, sur le plan environnemental, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technique. Ensuite, il y a un engagement volontaire, c'est-à-dire les gens s'engagent s'ils veulent, ils ne sont pas obligés, un engagement volontaire des différentes parties en disant « ça m'intéresse de rentrer dans un processus de ce type-là d'amélioration de la filière ». Donc les coopératives s'engagent si elles le souhaitent, les distillateurs s'engagent s'ils le souhaitent, les membres du NRSE s'engagent s'ils le souhaitent, mais comme il y a ce savoir commun, j'espère qu'ils seront bien obligés de s'engager. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, il y en a 4 qui ont signé et il y en a 8 qui utilisent beaucoup de vétiver, donc je pense qu'ils vont signer très prochainement. Donc des spécifications, un engagement et ensuite chaque entité ou entreprise qui s'est engagée remet une fois par an un rapport d'avancement sur quelles modifications il a induit dans sa propre filière. Et ensuite, après, il y a effectivement des audits qu'on n'a pas encore, on a fait le premier cette année sur le vétiver pour voir comment ça se passait effectivement sur le terrain. Donc en fait, sur le vétiver proprement dit, vous l'avez bien vu dans le film, le constat, enfin il y a quelques chiffres qui n'y sont pas, Haïti produit 50% du vétiver mondial, ce qui est donc très important. C'est une qualité qu'on ne peut pas remplacer par celle du Brésil, de l'Inde, etc. C'est la deuxième exportation du pays, donc c'est très important sur le plan macroéconomique. Et le NRSC achète 50% de ce vétiver-là. Donc on a une énorme responsabilité là-dessus. Quand on descend au niveau du paysan et de la parcelle, la situation est loin d'être brillante. La parcelle moyenne fait un demi-hectare et vous avez vu dans ces pentes à 45 degrés, il n'y a pas grand-chose qui pousse. En général, la personne, en plus de son demi-hectare de vétiver, elle a peut-être un demi ou un hectare de culture alimentaire et c'est tout. Et ce vétiver qui peut lui rapporter sur sa petite parcelle à peu près 800 € pour une année, constitue le seul ressource en cash, en liquide pour l'année. Et avec ça, il doit couvrir ses dépenses de santé, d'éducation, d'habits et les accidents de la vie. Donc on est dans une situation économique quand même pas brillante, mais le vétiver fait la totalité de son cash. Sur le plan environnemental, vous avez vu également dans le film, on est dans des pentes énormes. Et la particularité du vétiver, c'est qu'on récolte les racines, c'est ça qu'on distille pour faire le parfum, pour faire l'huile. Et donc, il y a un risque dans les grandes pentes. Si vous faites ça, on retourne la terre pour sortir les racines, comme vous l'avez vu. Et donc, si on fait ça en saison des pluies, c'est extrêmement... ça provoque une érosion qui peut être très grave. Donc, on a pris tous ces problèmes. Le paysan est totalement désorganisé, il est complètement seul par rapport aux acheteurs. Il n'y avait aucune organisation sociale ou économique du paysan. Et donc, tous les moyens qui sont connus, qu'on ne va pas détailler ici, pour essayer d'acheter le moins cher possible, sont en place à Haïti comme partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire des crédits usuraires, des achats sur pied. Enfin, je ne vous le détaille pas. On pourra le faire
au déjeuner, si vous voulez. Je pense qu'il faudrait dire aussi toutes les autres actions que nous menons dans différents pays avec toujours le même esprit. Oui, donc aujourd'hui, on a à peu près analysé 8 filières dans le monde entier. On travaille concrètement sur le terrain avec 4 d'entre elles. Et dans l'année qui vient, on va à peu près analyser 6 nouvelles filières. Donc les résultats, en quelques mots, on a donc travaillé 3 ans sur le vétiver. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% de la production qui suit les spécifications. On espère aller très rapidement vers 50%, ne serait-ce que par le fait que les gens du NRSC achètent 50% du vétiver. Donc ça devrait venir très vite. Le prix, en 2012, le prix était à peu près, vous avez vu les balles qui sortaient là, à dos de mulet. Une balle comme ça, c'était payé $4 aux paysans. Aujourd'hui, c'est payé à peu près $7. On ne prétend pas que c'est nous qui avons provoqué l'augmentation du prix, mais on pense que, pour prendre un exemple, les racines n'étaient jamais pesées. Il n'y avait pas de normes de mesure des racines. Aujourd'hui, avec la caisse que vous avez vue, les paysans savent la quantité qu'ils vendent. Avant, ça s'achetait au tas, à l'œil ou à la parcelle. Et le paysan n'est effectivement pas en position de force pour négocier ça. Maintenant, ils savent ce qu'ils vendent. On constate qu'il y a eu une augmentation du prix de pratiquement 70% aux paysans. Le prix de la racine représentait un tiers du prix final de l'huile il y a 4 ans. Maintenant, il représente la moitié. Encore une fois, on n'est certainement pas les seuls à avoir provoqué cette montée. Mais on pense aussi que le désir des distillateurs de fournir ce marché de vétiver durable peut amener probablement un peu de compétition entre eux. Donc pour le moment, on est très fiers de ce qu'on a fait, il faut le dire. Et en même temps, je devrais m'arrêter là dans une enceinte comme ça en disant on est très fiers et c'est un succès formidable. Mais non, il y a encore plein de problèmes. Et en développement rural, en particulier pour les Africains qui sont là, vous savez bien qu'en 3 ans, on ne fait rien. Hein. Donc il faut continuer. Si on s'arrête là, dans 2 ans, je pense que la situation antérieure reviendra. Et le NRSC aujourd'hui dit, mais moi je veux me cantonner à mon travail, à ma fonction, qui est d'acheter du vétiver durable. Ce n'est pas à moi développer des coopératives dans les campagnes, ce n'est pas à moi faire des aménagements anti-érosifs, etc. Donc dans les années à venir, en fait, le NRSC s'engage à acheter ce vétiver durable et on discute avec des institutionnels ou des fondations la reprise en main, la suite de cette opération d'encadrement des coopératives, de cordons anti-érosifs, etc. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a des accords de 2 bailleurs de fonds qui ont été attirés par le fait qu'il y avait un succès économique et organisationnel important. Et aujourd'hui, on pense que les 4 prochaines années, on a l'arrivée de bailleurs de fonds à qui, il faut bien le dire, on vient servir sur un plateau d'argent un succès assuré, ce qui est quand même rarement le cas dans les projets de développement rural financés par l'argent public. Voilà notre belle histoire. Et les autres plans, bravo. On a d'autres filières dans d'autres pays, en Amérique latine, même en France, et toujours avec le même raisonnement. Rémi a mentionné une augmentation du prix. Quelque part, dans l'industrie qui nous concerne, on préfère la qualité à la quantité et on s'y retrouve. On arrive à mieux fidéliser et le parfum, pour ceux qui emploient des parfums, il y a beaucoup de vétiver, hein, parfois même si ça ne sort pas en premier. Le parfum s'en trouve d'autant plus, je dirais, capte toute la puissance de cette plante. Vous voulez nous parler d'autres filières, une filière qui vous tient à cœur? Il y a des filières très peu connues, quelque chose qui s'appelle le liquide en barre en Honduras, mais ça sera encore 20 minutes pour en parler. Donc simplement qu'on peut dire qu'accessoirement sur cette filière, on a établi les droits fonciers des Indiens sur les terres. Parce que c'était sur des terres publiques où ils allaient saigner les arbres. Et en fait, on était en train de créer un parc national sur ces terres-là, sans que personne ait noté que les Indiens vivaient de ça. Donc l'État du Honduras a décidé de ne pas créer le parc national et au contraire d'en faire une réserve anthropologique indienne.
Voilà, on peut parler de l'ilang-ilang, on peut parler du carmin, on peut parler de choses que vous connaissez certainement pas, mais que vous mettez tous les jours sur vous, du camp des lilas, du baume du Pérou, voilà, etc. On peut vous prêter le nôtre. Non, oui. On se demande, alors peut-être pour continuer cette conversation, s'il y a quelques questions dans la salle. Là, peut-être madame. Attendez, j'y vais, ce sera plus rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Je n'ai pas eu la parole tout à l'heure, donc merci de me le donner maintenant. Je suis Naïma Korji, je suis franco-marocaine. Je suis aussi présidente d'un forum qui s'appelle le Africa Women's Forum. Je suis désolée, je vais avoir une petite critique pour votre film, monsieur, qui était excellent, mais je n'y ai pas vu beaucoup de femmes. On a vu beaucoup d'hommes. Et justement, un des objectifs de ce forum-là, c'est d'impliquer les femmes dans tous les secteurs d'activité, et notamment aussi pour la protection des ressources naturelles. Dans ce domaine-là, on voit souvent beaucoup d'hommes. Or, dans des métiers aussi de l'agriculture, il faudrait aussi impliquer davantage de femmes, parce que les femmes, notamment en Afrique, cette année 2015, c'est l'année de l'autonomisation des femmes, et on a vu, moi j'ai pas mal travaillé aux Nations Unies sur le continent africain, et les femmes, même avec un lopin-terre, elles arrivent toujours à être autonomes. Donc il faut impliquer les femmes dans tous les secteurs d'activité. Et enfin, un des objectifs aussi, tout à l'heure, on a parlé au premier du Africa Women's Forum. Quand j'étais aux Nations Unies, on nous envoyait souvent dans les pays en développement en disant problème. Moi, maintenant, ma vision, c'est d'y aller en disant qu'il y a des solutions sur place, c'est d'y aller avec un œil positif, en me disant je vais trouver des solutions sur place, il faut juste trouver le moyen de les appliquer. Donc il faut aussi changer ce regard-là nord-sud, en tenant en compte aussi l'expertise des pays du Sud dans la gestion aussi de leurs ressources naturelles. Ben là, je pense que c'était un cas d'une réussite. Non, tout à fait. Non, juste sur les femmes. Est-ce que les femmes sont aussi... Quel est le pourcentage des femmes impliquées dans ce programme? Rémi va vous répondre pour le vétiver, mais si vous voulez, par expérience, on travaille avec une organisation, mais là je parle de Clarins, qui s'appelle le Jardin du Monde, et tous les jardins qui sont... En fait, c'est pour réintroduire les pharmacopées qui ont été perdues, puisque comme vous le savez, notamment sur le continent africain, il y a malheureusement énormément de médicaments qui sont des faux médicaments, et beaucoup de gens ont un petit peu perdu le savoir-faire. Donc Jardin du Monde, que nous soutenons, réintroduit cette pharmacopée, crée des jardins. Les jardins sont tenus que par les femmes. La vente des produits que l'on peut en tirer, c'est-à-dire des plantes médicinales, le séchage de ces plantes n'est fait que par des femmes, car généralement, la femme travaille plutôt sur le champ, travaille plutôt sur le jardin, et l'homme va plutôt chasser ou faire des cueillettes à l'extérieur. Donc les femmes sont extrêmement bien représentées, et on ne peut pas vous montrer tous les films, pardon, mais moi j'ai vu par exemple comment on extrait le karité, et c'est à la fois un moment social extraordinaire. Alors j'ai vu le karité, il venait du Burkina Faso, je sais que le Bénin est un gros producteur de karité, mais c'est fait, si vous voulez, c'est une réunion des femmes avec leurs enfants. On a passé, j'ai quelqu'un qui était avec moi ici, qui avait filmé, ça a été extraordinaire. Donc les femmes sont extrêmement impliquées quand on parle de plantes et quand on parle de produits naturels. Pour le vétiver, très concrètement, pour le vétiver, vous avez vu le genre de travail que c'est-à-dire creuser la terre à 50 cm de profondeur. La pioche, c'est les hommes qui la portent. Mais derrière, en fait, on a vu un homme trier les racines. En général, c'est le couple. L'homme creuse la terre et la femme enlève la terre des racines. Mais plus généralement, il y a des filières et plein de filières qui sont complètement féminines. Au Maroc, que vous connaissez bien, il y a l'argan. Et c'est la filière qu'on va commencer à creuser à partir de cette année. Il y a la filière du karité qui est une filière 100% féminine. Donc il y a une tradition suivant les filières qui peut être un partage entre hommes et femmes ou purement masculine. Le saignage des arbres des Indiens de Honduras, c'est purement masculin, et d'autres qui sont purement féminines. Je conclurai en disant que vous avez raison, il y a partout des solutions. Globalement, la planète est quand même très mal partie, mais quand vous descendez sur le terrain dans un endroit précis, il y a toujours des solutions, y compris pour préserver l'espace, l'écosystème dont les gens dépendent.